Je m'appelle Julien Dubois. J'ai 35 ans. C'est l'âge où l'on dit avoir parcouru environ un tiers du chemin, entre gloire et épreuve. Je suis un promoteur immobilier prospère à Paris, une ville aussi magnifique que férocement compétitive. Ces 10 dernières années, ma vie n'a été qu'une succession de gratte-ciel, de contrats de plusieurs millions d'euros et de nuits blanches passées sur des plans de projet, une tasse de café à la main. J'ai un appartement de luxe avec vue sur la Seine, une voiture allemande et une fiancée belle et compréhensive, Sophie Leroux. Pour les autres, j'étais l'incarnation du succès, la fierté de mon village natal. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la source de ma plus grande fierté, et en même temps de mon plus grand tourment, était l'image de mes parents, restés au village. Le mois dernier, j'ai conclu avec succès un projet majeur à la Défense, réalisant un bénéfice bien plus important que prévu. Cette nuit-là, un déluge s'est abattu sur Paris. Debout devant ma baie vitrée, regardant les gouttes de pluie frapper le verre trempé, je ne pouvais empêcher mes pensées de dériver vers la vieille longère délabrée de mes parents en Bourgogne. Cette maison avait plus de 30 ans. Elle m'avait vu grandir et avait vu mes parents vieillir. Elle était si vétuste que c'en était pitoyable. Je me souviens distinctement de l'odeur de moisie caractéristique qui se dégageait à chaque averse. Durant les nuits de tempête, mon père passait des heures à inspecter les poutres pourries, tandis que ma mère s'affairait à placer des bassines pour recueillir l'eau qui fuyait du toit. Je me souviens de la cuisine de ma mère, qui avait passé sa vie près de la vieille cuisinière à bois, le visage noirci par la suie. Ses yeux étaient toujours injectés de sang. Mon père, instituteur à la retraite de l'école du village, a toujours été un homme doux et taciturne. Son plus grand plaisir était de s'occuper du petit potager devant la maison. Ils avaient tout sacrifié pour moi, mettant de côté leur maigre pension pour faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et maintenant que j'avais tout, mes parents vivaient encore dans cette maison qui menaçait de s'effondrer. Un sentiment de pitié et de culpabilité m'envahit. Je ne pouvais plus attendre un jour de plus. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de ma mère. Sa voix, à l'autre bout du fil, était aussi douce que d'habitude. « Oh, Julien, mon chéri, as-tu dîné? Tu n'es pas trop surmené? »« Oui, maman, j'ai mangé. Le travail, ça va. Et papa? Ton père est sorti voir les piments dans le potager. Il craint qu'il ne soit inondé avec toute la pluie de ces derniers jours. » Je pris une profonde inspiration et dis d'une voix aussi calme que possible, « Maman, je t'appelle parce que j'ai quelque chose à vous dire. J'ai pris ma décision. Je descends à la fin du mois pour démolir la vieille maison et vous en construire une neuve. » Ma mère resta silencieuse. Elle devait être sous le choc. « Maman, tu m'entends? Quoi? Construire une maison? Mon Dieu, Julien, pourquoi construire une maison? C'est de l'argent gaspillé. Celle-ci est encore habitable. Garde cet argent pour tes affaires, pour ta future famille. Nous sommes vieux, peu importe où nous vivons. » C'était exactement la réaction que j'attendais. Mes parents avaient passé leur vie à se sacrifier, sans jamais rien demander en retour. Maman, n'en parlons plus. C'est ma décision. Si je gagne de l'argent, c'est pour que vous puissiez vivre confortablement. Vous avez travaillé dur toute votre vie. Je ne peux plus vous laisser vivre dans une maison qui prend l'eau. Je vais vous construire une belle maison de campagne à 2 étages. Je ferai un potager pour que tu puisses cultiver tes légumes et une gloriette pour que papa puisse boire son thé. Les plans sont déjà prêts. Le coût est estimé à environ 300 000 euros. 300 000 quoi? 300 000 euros? La voix de mon père retentit. Il devait être rentré et avoir entendu la conversation. « Julien, tu es fou? C'est une somme énorme. Nous n'en avons pas besoin. Ce n'est rien comparé à ce que vous m'avez donné, papa. Ne refusez plus. Mon seul souhait est que vous viviez confortablement. Considérez cela comme ma façon de vous montrer ma reconnaissance. Je descends à la fin du mois pour commencer les travaux. J'ai parlé avec fermeté. Je savais que seule ma détermination pouvait vaincre leur réticence. Cette nuit-là, j'ai entendu ma mère sangloter à travers le combiné. Des larmes de joie, de tendresse pour son fils et probablement de regret pour l'argent dépensé. Mais je savais qu'au fond d'elle, leur cœur était rempli de bonheur. Et cela me suffisait. Je n'étais pas homme à faire des promesses en l'air. La semaine suivante, j'ai mis en pause tous mes projets à Paris et je suis retournée dans mon village natal. Je n'ai pas fait appel à un architecte. Personne ne comprenait mieux mes parents que moi. J'ai passé plusieurs nuits à concevoir moi-même les moindres détails de la maison. Elle devait être parfaite. Au rez-de-chaussée, j'ai conçu un grand salon ouvert sur une cuisine moderne. J'ai particulièrement veillé à placer leur chambre au rez-de-chaussée
pour qu'il n'ait pas à monter les escaliers. La cuisine était équipée d'une plaque à induction, avec une hotte aspirante dernier cri. Je ne voulais plus jamais que ma mère respire la fumée de la cuisine. Au premier étage, j'ai aménagé une chambre pour mes visites, une chambre d'amis et un petit bureau. Mais le plus important était la terrasse sur le toit. Je prévoyais d'y installer une table et des chaises pour que mon père puisse admirer le paysage de son village chaque soir. J'ai décidé de conserver la vieille maison et le potager, chargés de souvenirs d'enfance. À la place, nous avons comblé un grand étang à côté et commencé à construire la nouvelle maison sur le terrain restant. Les travaux ont duré 6 mois. Je suis restée presque tout le temps sur place, ne retournant à Paris que pour les urgences. J'ai choisi personnellement chaque brique, chaque sac de ciment et supervisé le travail des ouvriers. Les gens du village s'arrêtaient et s'exclamaient à chaque passage. On disait que notre maison était la plus grande et la plus belle du coin, être même du canton. Au début, mes parents étaient gênés et peinés de voir arriver des matériaux si coûteux, mais à mesure que la maison prenait forme, je pouvais voir la joie briller dans leurs yeux. Ma mère préparait chaque jour du thé glacé pour les ouvriers, et mon père tournait sans cesse autour du chantier, observant les progrès. Parfois, il disait aux ouvriers « Mon fils a fait ça pour nous, alors s'il vous plaît, construisez-la bien et avec soin. » En octobre, la maison fut enfin achevée. Le jour de la pendaison de crémaillère, j'ai organisé un grand festin. En voyant la maison brillamment éclairée, sa façade blanche et ses tuiles rouges lui donnant un air majestueux, j'étais moi-même satisfait. Ce soir-là, après le départ de tous les invités, notre petite famille a dîné pour la première fois dans la nouvelle cuisine. Ma mère, comme une enfant, n'arrêtait pas d'allumer et d'éteindre la plaque à induction en riant. « Mon Dieu, c'est si moderne. J'ai peur de la casser, je n'y suis pas habituée. » « Ne vous inquiétez pas, maman, elle est solide. Servez-vous en autant que vous voulez. Plus tard, quand je serai mariée, ma femme cuisinera pour vous. » Mon père ne disait rien. Il sortit silencieusement préparer une théière dans la gloriette du jardin. Je l'ai rejoint avec une assiette de fruits. Sous le clair de lune, l'étang où nageaient des carpes koui scintillait. « Tu as travaillé dur » dit soudain mon père d'une voix rauque. « Pas du tout. Si vous êtes heureux, alors je suis comblée. Je suis fière de toi. Mais cette maison est bien trop grande. Pour nous deux, elle semble un peu vide. » Mon père alluma une cigarette et expira la fumée. « Elle se remplira bientôt. Quand Sophie et moi nous marierons à la fin de l'année, nous descendrons souvent. Et puis, vous tiendrez vos petits-enfants dans vos bras et vous vous plaindrez que la maison est trop petite. » Mon père sourit doucement. C'était un sourire qui dévoilait ses gencives, mais il n'en était que plus chaleureux. En regardant mon père et la maison nouvellement construite, j'ai senti que ma vie avait enfin un vrai sens. J'avais accompli quelque chose pour les personnes que j'aimais le plus au monde. La joie de mes parents dura un peu plus d'1 mois. Je suis retournée à Paris et j'ai été de nouveau happée par le tourbillon du travail. L'esprit léger, pensant avoir réalisé mon vœu le plus cher, j'appelais chez moi tous les soirs. J'écoutais ma mère me raconter avec enthousiasme comment les choux de son potager poussaient bien. Mon père se vantait que ses amis étaient venus jouer aux échecs toute la matinée dans la gloriette. Puis, un jour de début novembre, un appel comme les autres. Mais la voix de ma mère était étrange. « Allô, Julienne ? » ?»« Oui, maman. »« Vous avez mangé ? Pourquoi cette voix ? Vous êtes malade ? » ?»« Non, non, ça va. Je vais bien. Et ton père aussi. » Ma mère hésita. « C'est juste que nous avons eu de la visite aujourd'hui. »« De la visite ? Des amis de papa ? » ?»« Non. Ta tante Isabelle. » Mon cœur se serra. Tante Isabelle. La sœur aînée de mon père. Une personne dont même moi, son neveu, je n'arrivais pas à me sentir proche. Depuis mon enfance, son regard dur et perçant m'effrayait. Elle était l'aînée, mon père le cadet, et il lui avait toujours cédé. Autrefois, quand notre famille était dans le besoin, elle nous avait emprunté de l'argent et du riz à plusieurs reprises, sans jamais rien rembourser. Quand mon père abordait prudemment le sujet, elle se mettait à crier, l'accusant de la mépriser maintenant qu'il avait réussi. « Et pourquoi est-elle venue ?» demandai-je, en essayant de garder mon calme. Elle a entendu parler de la nouvelle maison et elle est venue la voir. Elle a fait le tour, de haut en bas, de l'intérieur à l'extérieur, touchant à tout, cette table, cette chaise. La voix de ma mère était empreinte d'un malaise évident. Elle a dit que notre maison était plus belle que celle du maire. Un compliment, c'est bien, maman. Elle est repartie ? Oui, mais elle a posé beaucoup de questions sur nos affaires. Combien la maison avait coûté exactement ? À quel nom était le titre de propriété ?
Si tu descendais souvent ou si tu vivais en permanence à Paris, un mauvais pressentiment me traversa. Je connaissais bien le caractère de ma tante Isabelle. Elle n'agissait jamais sans un but précis. Et qu'avez-vous répondu, maman? Je lui ai dit que c'est toi qui l'avais construite pour que tes parents puissent passer une retraite paisible et que nous n'avions pas d'argent. J'ai aussi dit que le titre de propriété était au nom de ton père. Elle a hoché la tête en m'écoutant, mais son regard était étrange. Ça m'inquiète un peu. Handien, je rassurais ma mère. Elle était juste curieuse. Les gens de la campagne posent souvent beaucoup de questions quand ils voient une grande maison. N'y pensez plus. Si elle est partie, c'est le principal. Vivez tranquillement et ne vous inquiétez de rien. D'accord, mon fils. Prends bien soin de toi. J'ai raccroché, mais mon cœur était lourd. Je me suis souvenu d'une vieille histoire de dette. Les 10 000 € que ma tante avait empruntés à mes parents pour financer l'entreprise de son fils Gérard, mon cousin. Lorsque l'entreprise de Gérard avait fait faillite, c'est moi qui avais remboursé cette dette à la place de mes parents, pour préserver la paix familiale. Ma tante avait été charmante en recevant l'argent, mais après, elle avait agi comme si de rien n'était. Je savais que ma tante Isabelle n'était pas quelqu'un de simple. Son apparition, son expression avide et ses questions insistantes n'étaient certainement pas une simple visite. Une tempête se préparait en silence. Mon pressentiment ne m'avait pas trompé. 3 jours après ma conversation avec ma mère, mon père m'appela tard dans la nuit. Sa voix était lourde et visiblement embarrassée. « Julien, tu es très occupé? Je viens de terminer une réunion, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Votre voix semble très fatiguée. » Mon père resta silencieux un long moment. J'entendais son profond soupir à travers le téléphone. « Ta tante est revenue aujourd'hui. Mon cœur se serra. Si vite? Pour quelle raison encore? Qu'est-ce qu'elle voulait savoir? Non, cette fois, elle n'était pas seule. Elle a amené Gérard avec elle. Il a beaucoup pleuré. Gérard était le fils unique de ma tante Isabelle. Il avait quelques années de plus que moi et était un bon à rien qui ratait tout ce qu'il entreprenait. Si vite? Pourquoi pleurait-il? Gérard a encore fait une bêtise? Il paraît que Gérard a divorcé. Sa femme est partie avec leur enfant. Il est maintenant sans domicile fixe et vit chez sa mère. Mais tu sais bien que sa maison est petite et qu'ils ont beaucoup de dettes. Alors, ta tante est venue nous demander une faveur. La voix de mon père était si hésitante que c'en était douloureux. Je devinais déjà la suite. Quelle faveur? Dites-moi franchement, papa. Elle nous a demandé si Gérard pouvait rester chez nous quelques jours, dit mon père à la hâte, craignant que je ne le coupe. Elle disait que malgré tout, c'est mon neveu, notre propre sang, et qu'on ne pouvait pas le laisser mourir dans la rue. Je fronçai les sourcils. J'entendais le profond soupir de mon père à travers le téléphone. Quel argument? L'histoire des anciens 10 000 €? Dis-je, presque en criant. La colère montait en moi. Mais papa, j'ai remboursé cette dette à ma tante il y a des années, jusqu'au dernier centime. Pourquoi ressortir cette histoire? Yes, Ice. Je sais que tu as remboursé. Mais ta tante dit que c'était un geste d'amitié de notre part, à une époque où nous étions nous-mêmes en difficulté. Elle demande comment nous pouvons ignorer notre neveu à la rue maintenant que nous sommes riches avec une maison de 300 000 €. Elle ne demande pas d'argent, mais de se souvenir de cette amitié. Elle s'est même agenouillée, en pleurant, disant que si son propre frère et sa belle-sœur rejetaient leur neveu, que penseraient les gens du village? Mon Dieu, j'ai serré les dents. Tante Isabelle était vraiment machiavélique. Elle ne demandait pas le remboursement d'une dette, mais le remboursement d'une faveur. Elle transformait les 10 000 € déjà remboursés en un acte de générosité et utilisait cette générosité pour faire pression sur mes parents en salissant leur réputation. Mon père, qui avait été instituteur toute sa vie, tenait à son honneur et n'aurait pas supporté d'entendre dire qu'il était devenu riche et sans cœur. Papa, ne cédez surtout pas. À l'instant où vous accepterez, vous ferez entrer le loup dans la bergerie. Vous ne connaissez pas le caractère de Gérard? Et tante Isabelle n'est absolument pas une personne simple. Mais, ta tante est encore assise chez nous en ce moment, en train de pleurer. Gérard est avec elle. Il ne dit rien, la tête baissée. En tant que père, je suis vraiment dans l'embarras. C'est quand même ma sœur aînée. Juste pour quelques jours. Yeah? Est-ce que Gérard viendrait seul? Ou avec d'autres personnes? J'essayais de garder mon sang-froid. Elle a dit que Gérard venait de divorcer, puis elle s'est reprise en disant que ce n'était pas encore finalisé, qu'il était en pleine dispute avec sa femme.
Elle a demandé si sa femme et leur jeune enfant pouvaient aussi venir pour quelques jours, pour se calmer. Je me suis levée d'un bond. C'était un mensonge éhonté. Divorcé, puis plus vraiment divorcé. C'était un piège évident. Papa, écoutez-moi. Dites-lui clairement que la maison est neuve et que ce serait gênant d'accueillir des étrangers. Dites que je m'y oppose. Je ne peux pas dire ça, mon fils. La voix de mon père tremblait. Si ta tante fait un scandale ici, ta mère et moi, nous ne pourrons plus nous montrer de honte. Que vont penser les voisins? Je me sentis impuissant. La douceur de mes parents et leur incapacité à dire non n'était leur faiblesse fatale. Tante Isabelle le savait parfaitement. Peu importe ce que je dirais au téléphone, je savais que mon père n'aurait pas le courage de refuser sa sœur qui jouait la comédie de la tragédienne juste devant lui. D'accord, soupirai-je. Dites à ma tante que je l'appellerai plus tard. Ne prenez aucune décision hâtive et attendez que je lui parle. J'ai raccroché, le cœur lourd. J'ai eu le pressentiment que je serais confrontée à un problème bien plus complexe qu'un projet immobilier. Je n'ai pas appelé ma tante tout de suite. L'idée même de lui parler me répugnait. Je pensais avoir besoin de temps pour formuler une réponse qui soit à la fois un refus ferme, sans pour autant passer pour un neveu mal élevé. Mais le travail à Paris ne me lâchait pas. Un partenaire étranger a soudainement modifié les termes d'un contrat, et mon équipe et moi avons dû travailler jour et nuit pour gérer la crise. Plongée dans les réunions et les documents juridiques, j'ai complètement oublié ma conversation avec mon père. 3 jours plus tard, à 23 heures, je suis sortie de la salle de réunion, épuisée. Mon téléphone affichait un appel manqué de mon père. Je l'ai rappelé aussitôt. « Papa, c'est moi. Pourquoi m'avez-vous appelé? Je viens juste de finir une réunion. »« Non, rien. Je voulais juste savoir si tu avais fini de travailler. » La voix de mon père était toujours hésitante. « Tu es très fatigué? »« Oui, un peu. Je n'ai dormi que quelques heures ces derniers jours. Comment ça se passe à la maison? Ma tante n'est pas revenue vous importuner? »« Ah, ta tante est venue, oui. » Mon père hésita un long moment. J'ai fini par accepter. Je me suis arrêtée net. « Vous avez accepté? »« Accepté quoi? » Ta tante n'arrêtait pas de venir, de pleurer, de supplier. Nous avions beau refuser, ça ne servait à rien. Elle a dit que si nous ne l'acceptions pas, elle irait s'installer devant la mairie. Elle menaçait de dire à tout le monde que son propre frère la mettait à la rue. J'ai eu si peur que j'ai accepté que la famille de Gérard reste quelques jours. La fatigue s'est envolée en un instant, remplacée par une fureur intense. « Papa, pourquoi avez-vous pris cette décision tout seul? Vous m'aviez dit d'attendre. Quelques jours, ça veut dire combien de temps? Vous vous rendez compte que vous avez fait entrer le diable chez vous? Je sais, mais je ne pouvais pas faire autrement. » La voix de mon père était presque un sanglot. « Ta tante a été si virulente. Elle a menacé de répandre la rumeur dans tout le village que nous étions sans cœur. Nous sommes vieux, nous ne pouvons pas supporter de telles rumeurs. Comprends-nous. Ce n'est que pour quelques jours, ça ira. » J'ai serré les dents. Le mal était fait. J'étais à Paris, à des centaines de kilomètres de chez moi. Je ne pouvais pas y retourner immédiatement. À quoi bon dire quoi que ce soit maintenant? Mon père avait déjà donné son accord. « D'accord, soupirai-je d'une voix lasse. Puisque vous avez déjà accepté, que puis-je y faire? Mais vous devez dire clairement à ma tante que ce n'est vraiment que pour quelques jours. Dès que leur situation sera réglée, la famille de Gérard doit partir. Ne leur accordez plus aucune faveur. »« Oui, d'accord. J'ai dit à ta tante qu'il fallait aussi te demander ton avis. Alors ne serait-il pas poli que tu lui passes un coup de fil? » À ce moment-là, ma secrétaire a frappé à la porte pour me signaler une autre réunion d'urgence. La crise professionnelle reprenait de plus belle. J'ai regardé ma montre, il était presque minuit. J'étais exaspérée et épuisée. « Papa, je suis débordée. Je n'ai pas le temps, » dis-je précipitamment. « Puisque vous avez accepté, faites comme ça. Ce n'est que pour quelques jours. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Je dois retourner en réunion. » J'ai raccroché sans même écouter la fin de la phrase de mon père. J'ai jeté mon téléphone sur le bureau et me suis massé les tempes avant d'entrer dans la nouvelle réunion. J'avais acquiescé distraitement. Je pensais que quelques jours ne poseraient pas de problème majeur. Je n'aurais jamais imaginé que cet accord, donné par lassitude et épuisement cette nuit-là, serait une erreur fatale. C'était la clé qui allait ouvrir les portes de l'enfer, nous plongeant, mes parents et moi-même, dans une tragédie que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ils ont débarqué le lendemain matin. Dès que mon père a donné son accord, ma tante Isabelle n'a même pas laissé à mes parents le temps de changer d'avis.
Une vieille camionnette s'est arrêtée devant le portail de la maison. Gérard, sa femme Sylvie et leur fils de 3 ans, Léo, en sont descendus. Mais ce qui m'a horrifiée en écoutant la description de ma mère, ce sont leurs bagages. Ce n'étaient pas quelques vêtements pour quelques jours. Ils avaient 4 grandes valises, 2 caisses en polystyrène, un vieux ventilateur et une multitude de sacs et de baluchons. Ils n'étaient pas venus pour un séjour temporaire. Ils étaient venus pour s'installer. Mon père, réalisant sans doute son erreur, est resté silencieux, observant la scène. Ma mère, incapable de renoncer à sa bienveillance naturelle de tante, s'est précipitée pour prendre le petit Léo dans ses bras. « Entrez, entrez !» Le voyage a dû être fatigant. Au début, ils se sont montrés très polis. Sylvie, la femme de Gérard, une femme mince au regard perçant, joignait les mains en signe de gratitude. « Merci infiniment, monsieur, madame. Nous n'oublierons jamais votre bonté. Nous ne resterons que quelques jours, le temps de trouver un logement. » Gérard, avec sa brusquerie habituelle, s'est contenté de hocher la tête avant de s'affaler sur le canapé en cuir que je venais d'acheter pour le salon. Ma mère les a conduits à la chambre d'amis du premier étage, la chambre que j'avais préparée pour mes invités. Une grande chambre avec balcon, où tous les meubles étaient neufs. En entrant dans la pièce, les yeux de Sylvie se sont mis à briller et elle n'a cessé de s'extasier. Le dîner de ce soir-là, bien que copieux et préparé par ma mère, fut extrêmement gênant. Mon père n'a pas dit un mot. Tante Isabelle était également présente. Elle prétendait être venue voir ses neveux, mais en réalité, elle était là pour s'assurer que mes parents ne changeraient pas d'avis. Les 2 premiers jours se sont écoulés alors que j'étais toujours bloquée à Paris. Quand j'ai appelé, ma mère m'a dit « Ça va, mon fils. Le petit Léo est un peu grognon, mais c'est normal pour un enfant. Le couple a le tact de faire la vaisselle après le repas. Mais ce tact n'a pas duré longtemps. Le 3e jour, le changement a commencé. Sylvie a commencé à se promener dans la maison, touchant à tout, du réfrigérateur américain au rideau. Gérard a découvert la télévision 70 pouces et le système audio que j'avais installé, et ils ont commencé à considérer la maison comme la leur. Quelques jours sont devenus une semaine, puis 2. Mon travail à Paris n'était toujours pas terminé. Chaque soir, lorsque j'appelais à la maison, la voix de ma mère était de plus en plus lasse. « Maman, ils ne sont toujours pas partis ? » « Pas encore. Ils disent qu'ils n'ont pas trouvé de location qui leur convienne. Un endroit est trop cher, un autre trop petit. Et puis, j'ai l'impression que la cuisine que je fais n'est pas à son goût. » L'occupation a commencé par la cuisine. La cuisine moderne que j'avais conçue pour ma mère, avec sa plaque à induction et sa haute eau de gamme, était devenue le territoire de Sylvie. Elle se plaignait que la cuisine de ma mère était trop salée et peu hygiénique, une cuisine de vieux. Elle a commencé à faire ses propres courses, remplissant le réfrigérateur de toutes sortes d'ingrédients. Elle cuisinait ses propres plats, manipulant la plaque à induction sans ménagement, éclaboussant de l'huile partout sans jamais nettoyer. Ma mère, autrefois la reine de sa cuisine, était maintenant reléguée dans un coin, obligée de se préparer un simple bol de riz sur un vieux réchaud à gaz portable, qu'elle mangeait avec de la sauce soja. Si Sylvie avait conquis la cuisine, Gérard avait conquis le salon. Il passait ses journées allongé sur le canapé en cuir importé, les pieds sur la table basse en bois. La télévision de 70 pouces était toujours allumée au volume maximum. Les retransmissions de football, les explosions et les cris des films d'action résonnaient dans toute la maison. Des cendres de cigarettes ont commencé à apparaître sur le sol, bien que mon père lui ait dit prudemment « Gérard, s'il te plaît, ne fume pas à l'intérieur. Je tousse beaucoup. » Il répondait « Oui, oui », mais le lendemain, tout recommençait comme avant. Le comble de l'effronterie fut atteint lorsqu'ils commencèrent à inviter leurs amis à la maison. Le week-end, Gérard a fait venir sa bande d'amis peu recommandables. Ils ont occupé la gloriette où mon père aimait boire son thé et y ont organisé des beuveries. Les canettes de bière jonchaient le sol, les rires et les jurons fusaient bruyamment. Mon père, un homme si doux, a simplement pris sa théière, est retourné dans sa chambre et a fermé la porte. Sylvie n'était pas en reste. Elle a invité ses cousines. Elles ont fait le tour de la maison en s'émerveillant. « Oh là là, Sylvie, tu as vraiment de la chance. Tu as trouvé un mari riche pour vivre dans une si grande maison. » Sylvie n'a pas corrigé. Elle se contentait de sourire, l'air satisfait, comme si elle était la maîtresse de maison. Cette nuit-là, quand j'ai appelé, ma mère a fondu en larmes au téléphone. « Julien, je n'en peux plus. C'est trop bruyant. Ton père n'a rien mangé de la journée
et est restée couchée dans sa chambre. Quand j'ai dit quelque chose à Sylvie, elle a fait la moue et a répondu « Ce n'est que quelques amis de temps en temps, votre beau-père et votre belle-mère sont bien trop pointilleux. Mon sang n'a fait qu'un tour. Pourquoi supportez-vous ça? C'est notre maison. Mettez-les dehors. » C'est difficile, mon fils. Mon père a pris le téléphone. Si nous les mettons dehors maintenant, ça fera un scandale dans tout le village. Que vont penser les voisins? Ils vont murmurer que nous sommes devenus riches et sans cœur. Essayons de patienter jusqu'à ce que tu aies fini ton travail. Quand tu descendras à la fin du mois, tu pourras parler calmement à ta tante. Nous n'osons pas. Encore l'honneur, encore nous n'osons pas. J'étais si en colère que j'ai raccroché. J'ai décidé de terminer mon travail au plus vite et de rentrer à la maison. Mais avant même que je puisse rentrer, la pire des tragédies s'est produite. Décembre. Un froid glacial s'est abattu sur la région. La maison que j'avais construite était bien isolée et très chaude. Mais cette chaleur n'était pas pour mes parents. Tout a commencé sous le prétexte de leur fils, le petit Léo. L'enfant était souvent malade, et comme ses parents le couvaient, il pleurait et criait souvent la nuit. Cette nuit-là, mon père toussait violemment. Le son de sa toux, malgré plusieurs murs d'écart, a dû déranger la petite famille. Le lendemain matin, ma tante Isabelle est entrée dans la maison sans même saluer mes parents, l'air furieux. Elle est montée directement au premier étage. Un instant plus tard, elle est redescendue en traînant Sylvie par le bras. Le visage de Sylvie était arrogant, celui de ma tante, meurtrier. Mon frère, ma belle-sœur, ma tante a convoqué mes parents dans le salon. À ce moment-là, Gérard avait mis le volume de la télévision au maximum. « Gérard, baisse un peu le son, on doit parler » a crié ma tante. Une fois le calme relatif revenu, elle a commencé. « Franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Notre petit Léo est l'aîné de sa génération dans cette famille. Si quelque chose lui arrive, vous en serez responsable ?» Ma mère ne comprenait pas. « Isabelle, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui arrive à Léo ?» Sylvie intervint d'une voix stridente. « Ce qui lui arrive? La nuit dernière, votre beau-père toussait comme un corbeau. L'enfant n'a pas pu fermer l'œil. Il a pleuré toute la nuit de peur. Et dès le matin, vous faites un vacarme avec vos casseroles et votre vaisselle. C'est insupportable. Nous sommes jeunes. Nous avons besoin de calme et de sommeil. On ne peut pas vivre comme ça. » Mon père était abasourdi. « Mais, c'est ma maison. Je ne peux même plus tousser comme je veux. On sait que c'est votre maison. » Ma tante a frappé la table. « Mais si Julien a construit cette grande maison, c'est par amour filial, pour que toute la famille en profite, pas pour que son propre neveu ne puisse pas dormir. Faisons comme ça. De toute façon, la vieille longère dehors est toujours là. Elle est un peu vieille, mais au moins elle est calme. » Ma mère se mit à trembler. Elle avait compris l'intention de sa belle-sœur. « Isabelle, tu ne vas quand même pas nous demander d'aller vivre là? » Bah, et pourquoi pas? Ma tante était d'une effronterie sans nom. « Allez-y pour quelque temps. Laissez cette maison à Gérard et Sylvie. Ils ont besoin de calme pour l'enfant. Ils ont aussi besoin de leur propre espace. Vous êtes vieux, peu importe où vous vivez. Et puis, Julien est d'accord pour que vous y alliez, non? »« Non, Julien n'a jamais dit une chose pareille, » s'écria ma mère en larmes. « Qui sait? » Ma tante haussa les épaules. « Je lui ai parlé au téléphone il y a peu. Il m'a dit « Mes parents sont si gentils. » Ma tante, « Occupez-vous de tout au mieux. » Il m'a donné carte blanche. C'était un mensonge éhonté, mais mes parents, en position de faiblesse, n'avaient aucun moyen de vérifier. Mon père regarda sa propre sœur. Son visage devint cireux, et il ne dit plus un mot. Le silence de mon père était une capitulation. Ce jour-là, par un froid glacial d'hiver, 2 personnes âgées approchant les 70 ans ont discrètement fait leur bagage et ont quitté la maison de 300 000 € que leur fils leur avait construite. Ils sont retournés dans la vieille longère délabrée, humide et pleine de moisissures, où ils avaient peiné toute leur vie. Au moment où ils franchissaient la porte, leur sac à la main, Sylvie a claqué la porte d'entrée derrière eux. Elle ne les a même pas raccompagnés d'un pas. Mes parents se tenaient dans la cour, regardant leur nouvelle maison, devenue celle d'un autre. Ma mère s'est effondrée, pleurant en silence. Mon père se tenait là comme une statue, le dos courbé sous le vent glacial. La crise à mon entreprise était enfin résolue. Le contrat signé, j'ai poussé un soupir de soulagement, comme si on m'avait enlevé un poids énorme. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mes parents.
Je voulais leur annoncer la bonne nouvelle et leur demander si les quelques jours de la famille de Gérard étaient terminés. La semaine passée, j'avais été si occupée que je n'avais envoyé que quelques courts messages à ma mère, et elle m'avait simplement répondu que tout allait bien. J'ai composé le numéro de ma mère. La sonnerie a duré longtemps. « Allô, Julien ?» La voix de ma mère ne venait pas d'une pièce chaude, mais d'un endroit où l'on entendait le vent siffler, ce sifflement familier de la vieille longère. Mon cœur se serra. « Maman, où êtes-vous? Pourquoi y a-t-il autant de bruit? »« Ah, je suis à la maison. C'est juste que ton père a allumé le poêle, et il y a un peu de fumée. » Ma mère mentait, mais je reconnaissais sa voix hésitante. « Dites-moi la vérité. Vous êtes dans l'ancienne maison, n'est-ce pas? » demandai-je d'une voix basse. À l'autre bout du fil, ma mère resta silencieuse. Puis j'entendis un sanglot. « Julien, nous sommes retournés dans l'ancienne maison. » Mes oreilles bourdonnaient. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qui vous a demandé d'y aller? Cette maison va bientôt s'effondrer. Pourquoi y êtes-vous retournés? C'est ta tante qui nous a dit d'y aller. » Ma mère, en sanglotant, me raconta toute l'histoire. Parce que Léo ne pouvait pas dormir à cause du bruit, parce que la toux de ton père le dérangeait. Elle a dit que tu avais donné ton accord pour que nous partions. Quelque chose a éclaté dans ma tête. J'ai failli briser mon téléphone. Elle a menti. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Comment peut-elle inventer de telles choses? Pourquoi l'avez-vous cru? Pourquoi avez-vous supporté ça? Je sais que tu n'aurais jamais dit ça, pleura ma mère de plus belle. Mais ta tante a été si dure, elle a dit que tu lui avais tout délégué. Ton père était si abattu, être chassé de sa propre maison par sa sœur. Il n'a rien dit. Il a fait ses bagages en silence. Je n'ai pas osé protester. Une rage brûlante a consumé toute ma fatigue. J'avais eu tort. Mon acquiescement distrait avait été une terrible erreur. Penser que quelques jours ne poseraient pas de problème était une illusion. J'avais sous-estimé l'effronterie de ma tante Isabelle et l'avidité de la famille de Gérard. Ils n'étaient pas venus pour être hébergés. Ils étaient venus pour voler. Ils avaient volé ma maison, et maintenant ils maltraitaient mes parents. Maman, écoutez-moi bien. J'ai serré les dents, luttant pour garder mon calme. Retournez immédiatement dans la nouvelle maison. C'est votre maison. Non, mon fils, dit ma mère, terrifiée. Ta tante a fermé la porte à clé. Elle a dit qu'on ne pouvait entrer qu'avec sa permission. Elle a fermé la porte à clé? Parfait, dis-je avec un rire glacial. Passez-moi, papa. J'ai à lui parler. Un instant plus tard, la voix fatiguée et sans vie de mon père se fit entendre. Julien, papa, est-ce que vous me considérez encore comme votre fils? Pourquoi avez-vous laissé des gens vous traiter de la sorte, vous et maman? C'est une maison que j'ai construite pour vous. Pourquoi l'avez-vous laissée à ces voleurs? Mon fils. La voix de mon père tremblait. Je suis désolée. C'est ma faute. Je suis faible. Je ne voulais pas faire d'histoire. J'avais peur. Peur de quoi? Des rumeurs? Vous avez été chassé de votre propre maison et vous avez encore peur des rumeurs? Criai-je. Je ne peux pas accepter ça. J'arrive. Je prends le premier avion demain et je descends. Je vais leur montrer ce que c'est que le respect. Ma décision était prise. J'allais annuler tous mes rendez-vous et rentrer chez moi. Je ne pouvais plus laisser mes parents souffrir. J'ai fait ce que j'avais dit. Cette nuit-là, j'ai réservé le premier vol du lendemain matin. J'ai rappelé mon père. Ma voix était glaciale. J'arrive demain à 10 heures du matin. Ne faites rien. Restez tranquillement dans l'ancienne maison. Je m'occupe de tout en arrivant. Je pensais que mon retour rassurerait mes parents. Mais je me trompais. Non, ne viens pas. Mon père était soudain en état de panique. Julien, écoute ton père. Tu ne dois pas venir maintenant. Si tu viens, tout sera fini. J'étais stupéfait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je viens pour rétablir la justice pour vous. Pourquoi tout serait fini? C'est ta tante, Isabelle, balbutia mon père. Après notre départ, elle est revenue nous voir. Elle nous a menacés. Menacés? Elle a osé vous menacer? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que si tu osais revenir, faire un scandale ou essayer de chasser Gérard et sa famille. Mon père prit une profonde inspiration. Elle a dit qu'elle viendrait s'installer ici, dans cette vieille maison, pour vivre avec nous. On verra bien qui souffrira le plus, a-t-elle dit. Et elle vous a menacé d'autre chose? Mon cœur se serra. Elle a dit qu'elle répandrait la rumeur dans tout le village que tu es un fils indigne. Qu'elle porterait plainte,
que tu avais construit une maison pour tes parents avant de les en chasser pour les faire vivre dans une masure. Elle a dit qu'elle serait le témoin. Elle te poursuivrait pour abandon de parents et maltraitance. Je restais sans voix. C'était d'une audace inimaginable. La logique du voleur. C'était elle qui avait chassé mes parents, et maintenant elle menaçait de me poursuivre pour les avoir chassés. Elle se transformait de usurpatrice en protectrice de mes parents. Elle prenait leur douceur en otage. « Papa, vous croyez cette femme ?» Ma voix se brisa. « Mon fils, tu ne connais pas le caractère de ta tante ?» La voix de mon père était emplie de désespoir. « Elle fait ce qu'elle dit. Si tu reviens, elle mettra vraiment le village sens dessus dessous. Nous sommes vieux, nous ne pouvons pas supporter ça. Mieux vaut vivre tranquillement ici que de l'entendre nous insulter tous les jours et d'entendre les gens murmurer. S'il te plaît, Julien, ne viens pas pour l'instant. Nous allons essayer de lui parler. » Je me suis effondrée sur ma chaise. La colère de tout à l'heure avait disparu, remplacée par un sentiment d'impuissance qui me glaçait jusqu'aux os. À Paris, j'avais de l'argent et du pouvoir, mais face à l'impudence de ma propre famille, j'étais démunie. Tante Isabelle avait gagné. Elle savait à quel point j'aimais mes parents, à quel point je craignais de les voir souffrir. Elle utilisait précisément cette faiblesse pour me lier les mains et les pieds. « Papa ?» dis-je d'une voix sèche. « Alors, combien de temps comptez-vous rester dans cette vieille maison? Attendons que Noël soit passé, mon fils. Laissons les choses se calmer. Ne t'inquiète pas pour nous. La maison est vieille, mais on peut y vivre. On a l'habitude. » J'ai raccroché. Le billet d'avion que je venais de réserver était devenu inutile. J'ai jeté un verre d'eau par terre. Il s'est brisé en 1000 morceaux. J'étais impuissant. Pour la première fois de ma vie, je me sentais comme un raté. J'avais construit une grande maison, mais je n'avais pas réussi à protéger mes parents. J'avais gagné des centaines de milliers d'euros, mais je n'avais pas pu leur acheter la paix. J'étais pris au piège de ce qu'on appelle l'amour filial, de ce qu'on appelle la famille. Un mois s'est écoulé dans la douleur et l'impuissance. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était appeler tous les jours, envoyer de l'argent et insister pour que ma mère achète des couvertures chaudes et de la bonne nourriture. Mais je savais que l'argent ne pouvait combler ni la souffrance morale, ni le froid de cette maison délabrée. Alors que les jours devenaient de plus en plus froids et que Noël approchait, mon cœur brûlait. J'ai élaboré un plan. Quoi qu'il arrive, je devais rentrer pour Noël. J'arriverais par surprise, sans prévenir. Je ne pouvais pas laisser mes parents passer les fêtes dans cette masure. Mais avant même que je puisse mettre mon plan à exécution, un autre appel est arrivé, un appel qui a fait déborder la dernière goutte de ma patience. C'était 10 jours avant Noël. J'étais en réunion avec mon équipe de gestion de projet, discutant des primes de fin d'année pour les employés. Un numéro inconnu de mon village natal s'est affiché. Je suis sortie précipitamment pour répondre. « Allô, c'est bien Julien ?» C'était une voix de femme enjouée. « Oui, c'est moi. » « Qui est à l'appareil ?»« Mon Dieu, c'est moi, Madame Martin, la voisine. »« Ta mère n'a pas de téléphone ?» Elle ne répondait pas. Alors j'ai couru à l'épicerie pour avoir ton numéro. Madame Martin, la voisine, une femme gentille, mais connue pour être la plus grande commère du village. « Ah, bonjour. Y a-t-il une urgence ?» Ma mère est probablement au potager. « Au potager ? Mon pauvre, tes parents en voient de toutes les couleurs. » « Julien, sais-tu ce qui se passe chez toi ?» La voix de Madame Martin a soudain baissé, prenant un ton confidentiel et indigné. Mon cœur s'est de nouveau serré. « Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à propos de mes parents ? Tes parents, c'est une chose, mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable. » Madame Martin a débité ces mots comme une mitraillette. « Comment peux-tu laisser la sœur de ton père te mener par le bout du nez après avoir construit une si grande et belle maison ? Je parle d'Isabelle. Mon Dieu, cette femme est un démon. Expliquez-moi en détail, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ma tante a encore fait à mes parents? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus? Non contente d'avoir chassé tes parents dans la vieille maison, ces pauvres gens. Ces derniers jours, avec le grésil et le vent glacial, j'ai vu ta mère essayer d'allumer le poêle, toute la maison était remplie de fumée. Ça m'a fait tellement de peine. Madame Martin a continué sur sa lancée pendant un bon moment avant d'en arriver aux faits. Mais ce n'est rien. Tu veux savoir la nouvelle la plus choquante? Cette femme, elle a loué ta maison. J'étais abasourdie. Loué? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de ta belle maison à 300 000 euros. Elle a loué le rez-de-chaussée à un homme du chef-lieu. Il paraît qu'il va y ouvrir une agence immobilière.
Elle a touché 10 000 € de loyer annuel et a tout gardé pour elle. Tu n'es pas en colère? 10 000 €. Mon sang s'est glacé. Et ce n'est pas tout? A continué Madame Martine. Elle a loué le rez-de-chaussée, et Gérard et sa femme vivent tranquillement au premier étage. C'est vraiment ignoble, non? Et cette Isabelle, mon Dieu, elle répand des rumeurs dans tout le village. Elle dit que c'est Gérard qui a construit la maison, que Gérard a gagné de l'argent au chef-lieu et a construit cette maison par amour filial pour ses parents. Toi, tu n'aurais été qu'un simple manœuvre qui a donné un coup de main. Mon Dieu, quand j'ai entendu ça, j'étais si furieuse que je t'ai appelé tout de suite. Je n'entendais plus rien. Le rez-de-chaussée loué pour 10 000 € par an, le premier étage occupé. Et moi, un simple manœuvre. La colère n'était plus une braise cachée. C'était une éruption volcanique qui consumait toute ma raison. Les menaces, l'impuissance, les rumeurs, tout cela n'avait plus d'importance. Il ne restait qu'une seule vérité. Ils avaient volé ma maison, maltraité mes parents, et maintenant, ils bafouaient mon honneur et mon travail. Madame Martin, ai-je dit en inspirant profondément. Ma voix était d'un calme effrayant. Merci de m'avoir prévenu. Maintenant, je sais ce que je dois faire. J'ai raccroché et je suis retournée dans la salle de réunion. La réunion est terminée, ai-je dit à mes employés stupéfaits. Tous les projets sont suspendus pour le moment. Pour les primes de Noël, le service comptable suivra le plan de l'année dernière. J'ai une affaire de famille à régler. C'est une question de vie ou de mort. Sans un mot de plus, je me suis dirigée directement vers l'aéroport. Cette fois, je n'ai pas réservé. J'ai acheté un billet pour le premier vol disponible, peu importe le prix. Cette fois, je n'y allais pas pour régler un problème. J'y allais pour rendre un jugement. Le vol de nuit est arrivé à l'aéroport régional à 23 heures. J'ai pris un taxi et j'ai roulé vers ma maison, dans le froid mordant du nord. Je n'ai pas prévenu mes parents. Je voulais voir de mes propres yeux. À 1 heure du matin, le taxi s'est arrêté à l'entrée du village. J'ai payé et j'ai marché. Je ne suis pas allée vers la nouvelle maison. J'ai tourné dans la petite ruelle où se trouvait la vieille longère. La scène qui s'est offerte à moi m'a brisé le cœur. La vieille maison était encore plus misérable que dans mes souvenirs. Le bois grinçait, et sous le ciel où tombait du grésil, j'entendais clairement le bruit de l'eau qui fuyait du toit et tombait dans les bassines posées au sol. J'ai poussé doucement la porte. Elle s'est ouverte dans un grincement. Mes parents dormaient. Mon père était recroquevillé sur un vieux lit. La fine couverture ne parvenait pas à couvrir entièrement son corps décharné. Il tentait de retenir les quintes de toux qui s'échappaient de sa gorge. Ma mère somnolait assise, près de ce vieux poêle que j'avais juré qu'elle n'utiliserait plus jamais. Elle avait probablement fait chauffer de l'eau pour mon père et s'était endormie d'épuisement. La fumée montait encore, me piquant les yeux. Au sol, 4 vieilles bassines et casseroles en aluminium recueillaient l'eau de pluie qui fuyait du toit. Le vent qui s'infiltrait par les fentes de la porte était glacial. C'étaient mes parents. Ceux qui m'avaient mise au monde et m'avaient élevée. C'était là le résultat de mon amour filial. Dehors, la maison à 300 000 € brillait de 1000 feux, et mes parents souffraient dans ce froid, cette moisissure et cette fumée toxique. Un mélange de douleur, de culpabilité et de rage m'est monté à la gorge. Ce n'était plus de la simple colère, c'était de la haine. Je haïssais ma tante Isabelle, la famille de Gérard, et je me haïssais moi-même. Je haïssais la faiblesse de mes parents et ma propre lâcheté. Je me suis approchée en silence, j'ai enlevé mon manteau coûteux et j'en ai couvert mon père. Il s'est agité et a ouvert les yeux. « Julien, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Tu es fou? Pourquoi es-tu venu ?» Mon père, surpris, a essayé de se lever. Le bruit a réveillé ma mère. Elle m'a regardée, hébétée, se frottant les yeux comme si elle n'y croyait pas. « Mon fils, Julien. » Je ne pouvais rien dire. Je me suis agenouillée à côté de ma mère et j'ai pris ses mains froides et rugueuses. Des larmes ont coulé de mes yeux. C'était la première fois que je pleurais depuis 15 ans, que j'avais quitté ma région. « Je suis désolée. Ai-je réussi à articuler? Je suis désolée, papa. Maman ?» Ma mère m'a serrée dans ses bras en sanglotant. « Pourquoi es-tu venu? Ton père t'avait dit de ne pas venir. Si tu viens, ta tante va encore faire un scandale. Mon pauvre garçon. » Oh oui, je ne pouvais pas ne pas venir. Je me suis relevée et j'ai essuyé mes larmes. Je vous le promets. Demain, nous retournerons à la maison. Je vais tout récupérer. Non, mon fils. Mon père secoua la tête d'une voix faible. Tu ne peux pas gagner contre ta tante. Elle ne nous laissera pas tranquilles. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Papa,
Vous avez vécu toute votre vie dans la peur. J'ai eu peur, moi aussi. Peur que vous soyez blessé, peur des rumeurs. Mais c'est cette peur qui nous tue. Je n'ai plus peur. À partir de maintenant, personne ne vous fera plus de mal. Plus jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assis au milieu de la vieille maison délabrée, j'ai regardé mes parents et j'ai attendu que le jour se lève, 7 heures du matin. Le brouillard était épais. J'ai demandé à mes parents de s'habiller. « Où allons-nous » demanda ma mère, inquiète. « À la maison » dis-je d'une voix sans émotion. « Votre maison. » J'ai pris la main de ma mère. Mon père nous a suivis en silence. Nous n'avons rien emporté avec nous. Rien, sinon la colère que nous avions réprimée depuis si longtemps. Nous nous sommes dirigés directement vers le portail de la nouvelle maison. Le portail en fer forgé était toujours verrouillé, mais le petit portillon que j'avais fait installer pour que mes parents puissent accéder au potager était ouvert. Ils devaient l'utiliser pour entrer et sortir. J'ai poussé le portillon et je suis entrée. Le jardin que j'avais si soigneusement aménagé était sens dessus-dessous. La gloriette où mon père buvait son thé était remplie de bouteilles de bière, et des détritus flottaient dans l'étang aux carpes koi. Je suis entrée dans le salon. L'intérieur était encore pire. Un homme inconnu, la quarantaine, en maillot de corps, avait les pieds sur ma table basse et fumait une cigarette. Les cendres étaient éparpillées sur le sol en marbre blanc. Sur le mur où j'avais accroché une calligraphie signifiant amour filial, il y avait une enseigne Agence immobilière du Chêne. L'homme nous a vus tous les trois et a froncé les sourcils. « C'est qui ces vieux? Vous cherchez quelqu'un? C'est un bureau ici, pas un refuge pour clochards. » Tauden, ma mère effrayée, s'est cachée derrière moi. Mon père, le visage blême, tremblait. Je me suis approchée calmement. « C'est moi, le propriétaire de cette maison. Et vous, qui êtes-vous » L'homme a été surpris, puis a ricané. « Propriétaire? Quelle blague. Le propriétaire, c'est Monsieur Gérard Dubois, le fils de Madame Isabelle. T'es qui, toi » Il s'est levé d'un air arrogant. « Je suis le locataire. J'ai signé un contrat pour le rez-de-chaussée, 10 000 € par an, et j'ai tout payé. Voilà le contrat. » Il a sorti un papier d'un tiroir et l'a jeté sur la table. « Lis ça. J'ai signé avec Monsieur Gérard Dubois. Si tu fais du bruit, j'appelle la police. » J'ai jeté un coup d'œil au contrat. C'était bien la signature de mon cousin Gérard. « Votre contrat ne m'intéresse pas, » dis-je froidement. « Je vous donne 15 minutes. Prenez toutes vos affaires et sortez de ma maison. » « Qu'est-ce que tu racontes » L'homme a écarquillé les yeux. « T'es fou ou quoi ? Tu sais qui je suis ? Je suis un ami de Madame Isabelle. » « Je ne le répéterai pas, » l'ai-je interrompu. « 15 minutes. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, je ne serai pas responsable de ce qui arrivera à vos affaires. »« Ah, ce fumier !» Il a retroussé ses manches. « Aujourd'hui, je vais te... » Avant qu'il ait pu finir sa phrase, mon poing est parti. Je n'aime pas la violence. Mes 10 ans à Paris m'avaient appris à me défendre. Je l'ai attrapé par le col et l'ai poussé de toutes mes forces hors de la maison. « Dégage !» ai-je dit en articulant chaque syllabe. L'homme semblait choqué. Il ne s'attendait pas à ce qu'un type comme moi en vienne aux mains. Il s'est relevé en titubant et m'a pointé du doigt. « Toi, t'as de la chance. Bouge pas d'ici. »« Madame Isabelle, Gérard, y a un cambrioleur !» Il a couru vers les escaliers en hurlant. Les cris du locataire ont résonné dans tout l'étage. Quelques secondes plus tard, Sylvie est descendue en trombe, en pyjama. En nous voyant, moi et mes parents, au milieu du salon, elle s'est arrêtée un instant, puis s'est mise à crier d'une voix stridente. « Oh mon Dieu! Comment ces vieux sont entrés ici? Vous êtes venus voler quelque chose ?» Elle m'a aperçue, a d'abord semblé perplexe, puis m'a reconnue. « Ah, cousin Julien, quand êtes-vous arrivé? Vous auriez dû prévenir. On serait venu vous chercher. La maison est un peu en désordre. Excusez-nous. » Sylvie a changé d'attitude en un clin d'œil, se montrant faussement amicale. Mais je n'étais pas d'humeur à jouer la comédie. « Faites vos valises et partez. » Sylvie a écarquillé les yeux. « Faire nos valises? Quelle drôle d'idée. Où voulez-vous qu'on aille? » « Vous pouvez utiliser votre chambre au premier étage, cousin. »« Je veux dire, vous tous, sortez de ma maison immédiatement. » À ce moment-là, mon cousin Gérard est descendu à son tour, les yeux encore ensommeillés, entraînant les pieds. Sentant la tension, il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Julien, t'es là? Tant mieux. File-moi un peu d'argent. La télé que t'as achetée est nulle.
Elle rame depuis quelques jours. Son effronterie m'a fait éclater de rire. Un rire glacial. Je ne suis pas venue pour donner de l'argent. Je suis venue récupérer ma maison. C'est à ce moment-là que le locataire est descendu avec son sauveur, tante Isabelle. Elle portait un peignoir en velours rouge, les cheveux en bataille, mais son air féroce était intact. Dès qu'elle m'a vue, elle a commencé à piquer une crise. « Mon Dieu, Julien, tu es vraiment venu. Tu viens et tu ne dis même pas bonjour à ta tante? Tu me méprises, c'est ça? Parce que tu as gagné un peu d'argent? Tu méprises ta tante ?» Ma tante a couru, s'est jetée par terre et a commencé à frapper le sol avec ses paumes, entamant son numéro habituel. « Relevez-vous, ma tante, » dis-je d'une voix qui avait perdu toute patience. « Arrêtez votre comédie. Je ne suis pas mon père. » Tante Isabelle s'est arrêtée net. Mes mots avaient touché juste. Elle s'est relevée brusquement, son visage doux se transformant en un masque de haine. « Qu'est-ce que tu as dit? Que je joue la comédie? Espèce d'insolent. Pourquoi es-tu venu? Pour chasser tes propres parents? Une logique absurde. Vous inversez les rôles. C'est vous qui avez chassé mes parents. Moi, les chasser? Tu as des preuves? Tes parents sont partis de leur plein gré dans l'ancienne maison parce qu'ils voulaient être au calme. Je me suis contentée de gérer cette maison pour eux. J'ai même trouvé un locataire pour leur gagner un peu d'argent de poche. Au lieu de me remercier, tu oses m'accuser? Les 10 000 € de loyer. Donnez-les-moi. J'ai tendu la main. Quel argent? Cet argent, je le garde. C'est pour les soins de tes parents quand ils seront malades. Toi, tu ne te montres jamais. Tu t'intéresses à tes vieux parents, peu, être? La dispute a commencé. Sylvie et Gérard s'en sont mêlés. Cousin, si vous parlez comme ça, vous êtes sans cœur. On est de la même famille. Ce gamin est mal élevé. Maman va chercher papa. J'ai regardé mon père. Il tremblait dans un coin près de la porte. Papa, vous êtes le propriétaire, n'est-ce pas? Le titre de propriété est à votre nom. Dites une seule chose. Voulez-vous que ces gens restent ici? Ou qu'ils dégagent? Mon père m'a regardé, puis a regardé ma tante Isabelle, avant de baisser la tête. Ma tante Isabelle a ricané d'un air triomphant. Tu vois, même mon frère ne peut pas me chasser. Et toi, tu crois que tu peux? Écoute-moi bien, Julien. Cette maison est au nom de mon frère. Mon frère est mon cadet. Et mon cadet, c'est comme mon fils. La maison de mon frère, c'est ma maison. Et ma maison, c'est ma maison. Tabo. Ma maison, c'est ma maison. Cette logique de voleur résonnait dans ma tête. Ma tante a continué. Et puis, notre Gérard a aussi mis de l'argent dans la construction de cette maison. Elle a sorti de sa poche quelques reçus froissés. Il a acheté du ciment, des briques. Voilà un reçu de 500 €. Cette maison est une propriété commune. 500 €. Je me suis souvenu que c'était l'argent que j'avais donné à Gérard pour ses petites courses et son essence. Maintenant, cet argent était devenu un investissement dans la construction de la maison. J'ai compris une chose. La raison n'avait aucune prise sur ces gens. Ils vivaient selon la logique de l'avidité, de l'effronterie et de la force du nombre. J'ai regardé mon père puis ma mère. « Papa, maman, sortez et attendez-moi dehors, s'il vous plaît. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» s'inquiéta ma mère. « Sortez, ne regardez pas. » Je les ai doucement poussés vers la cour. La porte du salon s'est refermée. Il ne restait plus que moi, ma tante Isabelle, le couple de Gérard et le locataire. Ma tante Isabelle a croisé les bras. « Bon, maintenant, parlons entre adultes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une part? » Je les ai regardés et j'ai souri. « Une part? Non. Je ne partage pas. Je suis juste venue vous annoncer une nouvelle. » J'ai sorti mon téléphone. J'ai déjà passé un appel hier soir. À qui? Appelle la police. Vas-y, appelle. S'est engorgé Gérard. Non, je n'ai pas appelé la police. J'ai appelé un ami, son métier, ses conducteurs. J'ai fait une pause avant de continuer. De pelleteuse, l'air dans le salon s'est glacé. 4 paires d'yeux me fixaient. Le locataire, Sylvie, Gérard et ma tante Isabelle. Le mot pelleteuse était si absurde qu'ils n'ont pas semblé comprendre tout de suite. Ma tante Isabelle a rompu le silence. Elle a éclaté d'un rire strident et méprisant. Une pelleteuse? Tu as appelé une pelleteuse? Pour faire quoi? Enlever les ordures? Ou peu? Être les canettes de bière que ton cousin a laissées? Sylvie a renchéri. Cousin Julien a trop travaillé, il a perdu la tête. Qu'est-ce qu'une pelleteuse viendrait faire ici? Gérard ne disait rien, mais son visage trahissait son anxiété.
Il savait que je n'étais pas du genre à plaisanter. « Tu essaies de nous faire peur ?» a-t-il grogné. « Je ne vous fais pas peur. » Ma voix était toujours calme. Je l'ai appelé pour raser cette maison demain matin à 8 heures. Cette fois, le silence fut encore plus pesant. Le sourire avait disparu du visage de ma tante Isabelle. Sylvie est restée bouche bée. Le locataire, le visage blême, a reculé d'un pas. « Tu plaisantes ?» La voix de ma tante tremblait. « Tu es fou. Dépenser 300 000 euros pour construire cette maison et oser la démolir? Ces 300 000 euros, c'est mon argent. Si je peux la construire, je peux la démolir. » J'ai regardé ma tante droit dans les yeux. « Vous croyez que je n'en suis pas capable ?» Je me suis tournée vers le locataire. « Vous avez entendu. Demain matin, 8 heures. Si vous ne voulez pas voir votre agence immobilière du Chêne transformée en un tas de béton et de cendres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour vos 10 000 euros de loyer, allez les réclamer à ma tante. » L'homme a dégluti. Son arrogance avait disparu. Il regardait alternativement ma tante Isabelle et moi. « Ce type est complètement fou. Madame, rendez-moi mon argent. Je ne veux plus de ce contrat. » Il a commencé à rassembler précipitamment les documents sur son bureau. « N'aie pas peur !» a crié ma tante Isabelle. « Il bluffe, qu'il essaie de démolir pour voir. Cette maison est au nom de mon frère. S'il la démolit, je le poursuivrai pour destruction de biens. » Elle s'est tournée vers moi, hurlant presque. « Tu crois que tu peux me faire peur? Fais-le, si tu en as le courage. Je te regarderai faire. Si tu oses toucher à une seule brique, j'appellerai le maire, je préviendrai la gendarmerie et je dirai à tout le village que tu es un fils indigne qui détruit la maison de ses parents. Faites comme vous voulez, » ai-je dit en haussant les épaules. Demain matin, 8 heures. Quand vous appellerez le maire, demandez-lui de venir avec beaucoup de monde. Plus il y aura de spectateurs, plus ce sera amusant. Sur ces mots, je ne les ai plus regardés. J'ai ouvert la porte du salon et je suis sortie dans la cour. Mes parents, le visage terrifié, étaient blottis sous l'abricotier. Je suis passée devant eux et j'ai dit « Papa, maman, retournez à l'ancienne maison et reposez-vous. Ne sortez pas de là avant demain 8 heures. » « Julien, qu'est-ce que tu vas faire vraiment ?» Ma mère s'est accrochée à mon bras. « Maman, je vous ai dit que je n'avais plus peur. N'ayez pas peur non plus. Rentrez. » Je ne suis pas retournée à l'ancienne maison. J'ai tiré une chaise en pierre qui se trouvait au milieu de la cour et je me suis assis. La nuit était glaciale, mais je ne sentais rien. J'ai regardé ma maison à 300 000 euros. Elle était magnifique, le fruit de ma passion, de ma sueur et de mes larmes. La cristallisation de mon amour filial. J'avais choisi chaque brique, je m'étais disputée avec les ouvriers pour modifier le moindre détail. J'avais imaginé mes parents ici, arrosant les plantes, buvant leur thé en toute sérénité. Mais cet endroit n'était plus un foyer. C'était une tumeur maligne, le symbole de la faiblesse de mes parents, de ma propre lâcheté et de l'avidité sans fin de mes proches. Le champ d'une bataille que j'avais perdue. Mais perdre une bataille ne signifiait pas avoir perdu la guerre. Ils pensaient que je n'oserais pas, que je serais trop attachée à mon argent, que j'aurais peur des rumeurs, comme mon père. Ils se trompaient. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le conducteur de la pelleteuse que j'avais contacté la veille au soir. « Allô, monsieur Durand ? C'est Julien Dubois. Je vous appelle pour confirmer. Demain matin, 8 heures précises, à l'adresse que je vous ai envoyée. Vous entrez dans la plus grande et la plus belle maison du village. Vous êtes sûr ? » À l'autre bout du fil, il était encore sceptique. « Vous voulez vraiment démolir la maison ? » ?»« Oui, démolir une maison entière, » ai-je dit fermement. « Venez, c'est tout. Je prends l'entière responsabilité. Je vous paierai le triple du prix convenu. » J'ai raccroché. Le vent du nord balayait le jardin désolé. J'étais assis, seul, attendant l'aube du jugement. 7 heures du matin. Le village de campagne, à la veille de Noël, commençait à s'animer. Les gens sortaient faire leurs courses, 7h30. Le locataire avait déjà déménagé toutes ses affaires. Il a chargé quelques enseignes agences immobilières du Chêne dans sa camionnette et, après m'avoir jeté un regard furtif alors que j'étais assis sur la chaise en pierre, il a pris la fuite sans même demander à ma tante de lui rendre son argent. De l'intérieur de la maison, j'entendais des bruits de vaisselle brisée. C'était probablement Sylvie qui faisait ses bagages. Ma tante Isabelle était invisible. Elle pensait sans doute que je bluffais encore. 7h50. Au loin, le rugissement d'un moteur se fit entendre. Le bruit de chenilles métalliques, raclant le béton de la route. Un son lourd et menaçant.
le sol se mit à trembler légèrement. Un monstre de fer jaune avançait lentement dans la ruelle. C'était la pelleteuse. Les gens du village ont commencé à sortir en masse. D'abord quelques-uns, puis des dizaines. Ils se sont attroupés devant le portail, murmurant entre eux. « Mon Dieu, une pelleteuse! Elle entre chez le vieux Dubois. » Pour faire quoi? Labourer un champ? Non, on dirait qu'elle va vers la grande maison. C'est pas possible? Démolir une maison à 300 000 €? La pelleteuse s'est arrêtée devant le portail. Monsieur Durand a sorti la tête de la cabine. Il me regardait, perplexe, ainsi que la foule. Je me suis levée et j'ai ouvert le portail. Entrez. Ma tante Isabelle et Gérard sont sortis en courant, alertés par le bruit. En voyant la pelleteuse se dresser majestueusement devant le portail, leurs visages sont devenus cireux. Sylvie a été la première à réagir. Elle a crié « Tu vas vraiment le faire? Espèce de fou! Destructeur !» Gérard a essayé de pousser le godet de la pelleteuse pour l'empêcher d'entrer. « Dégage! C'est ma maison! Ici !» À ce moment-là, ma mère est arrivée en courant, en pleurant. Elle n'avait pas pu rester dans la vieille maison en entendant le vacarme. Elle a couru vers moi et s'est agrippée à mon bras. « Julien, Julien, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je t'en supplie !» Ma mère, les yeux remplis de terreur, regardait alternativement la pelleteuse et moi. « Julien, tu es fou! C'est 300 000 € mon fils. C'est ma sueur et mes larmes. Comment peux-tu faire ça? » Ma tante Isabelle, en voyant ma mère, a crié comme si elle avait trouvé un sauveur. « Vous voyez tous! Ma belle-sœur, dites-le lui. Ce fils indigne veut démolir la maison. Non content d'avoir chassé ses parents à la rue, maintenant il détruit même leur maison. » Elle s'est tournée vers la foule en hurlant. « Gens du village, venez voir! » Julien, parce qu'il a gagné un peu d'argent, nous opprime et maltraite même ses propres parents. Nabo. La foule a commencé à s'agiter. Les gens me pointaient du doigt. Mon père est sorti aussi. Il se tenait à distance, le visage sans couleur. La situation était un chaos total. Les pleurs de ma mère, les insultes de ma tante, les cris de Sylvie, les murmures des villageois. Tous les regards étaient tournés vers moi. Ils attendaient. Ils voulaient voir si ce fou allait vraiment passer à l'acte. Ma mère s'accrochait toujours à mon bras. Les larmes coulaient sur ses joues, tout son corps tremblait. « Julien, je t'en supplie, ne fais pas ça. La maison est à toi. Tu peux la donner à qui tu veux. Laisse-les y vivre. Maman n'y vivra plus, ça ne fait rien. Mais ne la démolis pas. Ça me fait trop mal au cœur, mon fils. » Mon fils, j'ai regardé ma mère. Mon cœur se déchirait. Mais si je faiblissais maintenant, je perdrais. Je vivrais comme un perdant pour le reste de ma vie. Mes parents ne pourraient plus jamais relever la tête. J'ai doucement mais fermement retiré la main de ma mère. « Maman, je vous l'ai déjà dit. Ces 300 000 €, je peux les regagner. Mais si je ne fais pas ça aujourd'hui, notre famille passera le reste de sa vie à se faire écraser par les autres. Je préfère perdre une maison que de perdre mes principes. » Je me suis tournée vers ma tante Isabelle. Elle avait les mains sur les hanches et criait « Tu oses pousser ta propre mère, espèce de fils indigne !» J'ai regardé droit dans ses yeux. « Portez plainte, j'attendrai. » Ma voix était glaciale. Au tribunal, j'expliquerai pourquoi j'ai dû en arriver là, et qui a chassé mes parents de leur maison en plein hiver. Le visage de ma tante Isabelle est devenu violet. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ose dire une chose pareille. Je ne lui ai plus prêté attention. Je me suis tournée vers la famille de Gérard et le conducteur de la pelleteuse. J'ai regardé ma montre. 8h moins 10. D'une voix forte, pour que tout le monde puisse entendre, j'ai dit « Famille de Gérard Dubois et toute personne se trouvant à l'intérieur de la maison, je vous donne 10 minutes. Prenez vos objets les plus précieux et sortez. À 8h précises, la pelleteuse commencera son travail. Je ne serai pas responsable de tout ce qui restera à l'intérieur. » Sylvie et Gérard étaient abasourdis. La menace était devenue réalité. Sylvie s'est mise à hurler et a couru à l'intérieur de la maison. Elle n'est pas montée au premier étage, mais a couru dans la chambre de mes parents au rez-de-chaussée qu'ils avaient occupée. Elle y avait probablement caché de l'argent. Gérard l'a suivie en se dépêchant. Ma tante Isabelle était figée sur place. Elle n'y croyait toujours pas. « Tu ne le feras pas. Plus que 5 minutes. » J'ai regardé ma montre. La foule retenait son souffle. Plus de murmures. Ils assistaient à un drame sans précédent. Sylvie et Gérard sont ressortis avec une télévision et un sac bombé. Sylvie est sortie en courant et en pleurant. « Maman, il va vraiment le faire! Au secours! »
C'est alors que ma tante Isabelle a repris ses esprits. Elle a couru et s'est allongée par terre, devant la pelleteuse. « Vas-y, essaie. Il faudra me passer sur le corps. Je suis la sœur aînée de ton père. Je reste ici. Écrase-moi et continue. » C'était son dernier acte de comédie. J'ai soupiré. J'ai fait un signe à Monsieur Durand. Il a compris et a démarré le moteur. Un rugissement assourdissant, un nuage de fumée noire. Monsieur Durand a légèrement déplacé le godet et l'a arrêté à quelques centimètres du corps de ma tante. Elle a poussé un cri et s'est relevée en toute hâte pour s'enfuir. Son courage s'arrêtait là. 8 heures précises. La famille de ma tante tremblait à côté de ses affaires éparpillées. Ma mère, épuisée de pleurer, était soutenue par mon père et des voisins. Un peu plus loin, tout le village retenait son souffle. J'ai regardé Monsieur Durand et j'ai hoché la tête. Commencez. La pelleteuse a balancé son godet. Un bruit assourdissant a secoué la terre. Le godet en acier massif a frappé de plein fouet le balcon du premier étage, là où je voulais mettre ma table basse. Le verre a volé en éclats, le béton s'est fissuré. La maison à 300 000 € commençait à s'effondrer. Le premier choc fut comme un coup de marteau dans la poitrine de tous ceux qui étaient présents. Ma mère a poussé un dernier cri et s'est évanouie. Les voisines l'ont emmenée chez Madame Martin. Mon père est resté là. Il ne pleurait pas, mais des larmes coulaient silencieusement sur son visage vieux et ridé. Il regardait le bâtiment dont il avait été si fier, maintenant en train d'être mis en pièces. Ma tante Isabelle ne criait plus. Elle s'est assise par terre, le regard vide. « Il est fou. Julien est vraiment devenu fou », murmurait-elle. Sylvie s'était effondrée, le visage dans les mains, sanglotant, non pas pour la maison, mais face à la dure réalité. Gérard se tenait à côté, essayant d'allumer une cigarette avec des mains tremblantes, mais il ratait son coup à chaque fois. Monsieur Durand, le conducteur de la pelleteuse, a hésité un instant après le premier coup. Il s'est tourné vers moi, comme pour une dernière confirmation. Sans un mot, j'ai hoché la tête à nouveau, fermement. Alors, la machine a fait son travail. Un vacarme de destruction, de poutres métalliques se tordant comme du fil de fer, de verre se brisant. Le godet de la pelleteuse a arraché en une seule bouchée le mur où était accrochée l'enseigne Agence immobilière du Chêne. Tout s'est effondré. La pelleteuse a reculé, a pris de l'élan et a percuté de plein fouet le pilier principal. Le premier étage a vacillé et les tuiles rouges que j'avais si soigneusement choisies ont glissé et se sont fracassées. En à peine une demi-heure, la majestueuse maison de campagne à 2 étages, ma fierté et le symbole de mon amour filial, n'était plus qu'un tas de briques et de ciment brisé. Littéralement, un tas de cendres. La poussière a envahi une partie du village. Quand le bruit de la pelleteuse s'est arrêté, un silence de mort s'est installé. Je me tenais au milieu de la cour. Des larmes ont commencé à couler de mes yeux aussi. Je ne pleurais pas pour l'argent. Je pleurais pour la souffrance que mes parents avaient dû endurer pour le prix de la bonté. Je pleurais pour les liens du sang, bafoués au point de ne pouvoir être rompus que de cette manière. Mieux vaut être un jade brisé qu'une tuile intacte. J'avais choisi de détruire un objet précieux plutôt que de le laisser être une tuile intacte, souillée par une avidité immonde et servant de couverture au péché. Ce tas de ruines me semblait bien plus propre que la maison lorsqu'il l'occupait. C'était une libération, un prix élevé mais nécessaire à payer. Alors que la poussière commençait à retomber, le maire s'est approché lentement. C'était un homme respecté dans le village. Il ne m'a pas regardé, mais est allé directement vers ma tante Isabelle. « Isabelle !» La voix du maire était basse et rauque. J'ai tout entendu. Madame Martin et les autres m'ont tout raconté. Il a montré le tas de ruines, puis la vieille maison délabrée de mes parents. « Es-tu satisfaite maintenant? À cause de ton avidité, ton frère a perdu sa maison, ton neveu a perdu son argent. Et toi, tu as perdu tout lien familial. Comment as-tu pu te comporter ainsi en tant qu'aîné? » Ma tante Isabelle a relevé la tête pour l'insulter, mais en voyant le regard sévère du maire et le silence méprisant des villageois, elle a de nouveau baissé la tête. Le maire s'est tourné vers Gérard. « Et toi, un homme valide, au lieu de penser à travailler, tu vises au crochet de ton oncle et de ta tante. Comment pourras-tu regarder tes parents et ta famille en face maintenant ?» Il a soupiré et s'est approché de mon père, qui se tenait là, hébété. « Monsieur Dubois, vous avez aussi votre part de responsabilité. Votre tort est d'avoir été trop gentil et trop faible, de vous être laissé manipuler par votre sœur. Ce qui est fait est fait. Considérez que c'est un mal pour un bien, et allez vous reposer dans votre ancienne maison. Enfin, il s'est planté devant moi. Il m'a tapé sur l'épaule. Ce que tu as fait, tu n'avais sans doute pas le choix.
C'était un peu extrême, mais tu étais au pied du mur. Ne te blâme pas trop. Sur ces mots, il s'est retourné et est parti en silence. La foule s'est progressivement dispersée. Ils avaient leur réponse. Ils savaient qui avait raison et qui avait tort. Le soleil était haut dans le ciel. Dans les ruines, il ne restait que notre famille et celle de ma tante Isabelle. Sylvie et Gérard étaient assis à côté de leur tas d'affaires, regardant fixement le terrain vague où ne subsistaient que des morceaux de briques. Le royaume qu'ils venaient d'acquérir s'était évaporé comme de la fumée. Ma tante Isabelle, réprimandée par le maire, semblait avoir repris ses esprits, mais c'était du désespoir, pas du regret. Elle s'est levée en titubant et s'est approchée de moi. Son visage n'avait plus son air féroce, seulement une immense fatigue. « Julien, mon neveu, j'ai eu tort. » Elle s'est mise à pleurer. Cette fois, c'était de vraies larmes. « Pardonne-moi. Maintenant que tu as fait ça, où notre Gérard va-t-il aller avec sa femme et son enfant? Tu es son cousin? Comment peux-tu être si impitoyable? » Gérard s'est approché aussi, la tête baissée. « Julien, je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. S'il te plaît, aide-nous un peu. Maintenant qu'il n'y a plus de maison. » Ayant tout perdu, ils invoquaient les liens du sang qu'ils avaient eux-mêmes piétinés, me suppliant. Je les ai regardés. Mon cœur était vide. Ni colère, ni pitié. J'ai regardé mon père. Il a tourné la tête. Il ne voulait plus voir sa sœur. Je suis entrée dans l'ancienne maison. J'ai pris une enveloppe d'argent que j'avais préparée dans la poche de mon manteau. J'ai compté 3 000 €. Je me suis approchée de Gérard et je la lui ai tendue. « Prends. » Gérard, perplexe, regardait alternativement l'argent et moi. « C'est 3 000 €, dis-je d'une voix calme. Cet argent, je ne te le donne pas. C'est pour rembourser la dernière dette que nous avons envers ta mère, le remboursement de la faveur des 10 000 € dont elle parlait sans cesse. Le remboursement des 500 € que tu dis avoir investi dans les matériaux. Avec ça, c'est terminé, et proprement. Prends cet argent, emmène ta femme et ton fils, trouvez un logement et un travail. Ne vivez plus au crochet des autres. Ma tante Isabelle a voulu dire quelque chose, probablement pour se plaindre que la somme était insuffisante. Je l'ai coupée. À partir d'aujourd'hui, entre notre maison et la vôtre, il n'y a plus ni dette ni rancune. Nous sommes quittes. Mes mots, nous sommes quittes, ont résonné, clairs et fermes. Ce n'était pas seulement une dette d'argent, mais aussi une dette de justice. Gérard a pris l'enveloppe d'une main tremblante. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. Je leur ai tourné le dos. Je ne voulais plus voir leur visage, pas même une seconde de plus. Je me suis approchée de mes parents, qui étaient assis, abattus, sur le seuil de l'ancienne maison. « Papa, maman ?» Je me suis agenouillée devant eux. « Faites-moi confiance. Nous ne vivrons plus ici. Nous ne reconstruirons aucune maison sur ce terrain. Alors, où irons-nous ?» demanda ma mère d'une voix brisée. « En ville, à Paris. » J'ai pris leurs mains. « Je vais y acheter un appartement. Vous vivrez avec moi et ma femme. Là-bas, personne n'osera vous faire de mal. Personne ne vous importunera. Je vous le promets. » Mon père m'a regardé. Il a regardé le tas de ruines, puis a hoché la tête. « Oui, allons-y. Partons. » Ah, c'était la première fois que je voyais mon père prendre une décision aussi ferme. La décision de quitter l'endroit où il avait vécu toute sa vie. 3 mois plus tard, à Paris, j'ai tenu ma promesse. Avec l'argent prévu pour les primes de Noël et une partie de mes bénéfices, j'ai acheté un appartement de 120 mètres carrés à Boulogne-Billancourt. Un appartement avec un grand balcon donnant sur la Seine. J'ai fait venir mes parents. Ma fiancée, Sophie, s'est occupée de tout personnellement. Elle ne m'a pas posé une seule question sur les 300 000 € disparus. Elle m'a simplement serré dans ses bras en me disant « Je te soutiens, chérie. Tes parents sont aussi mes parents. » C'est Sophie qui a accompagné ma mère pour choisir les meubles. Elle comprenait la psychologie des personnes âgées et a choisi un ensemble de canapés confortables, sans être trop moderne. Elle a transformé le balcon en un petit jardin, apportant toutes sortes de jardinières pour que ma mère puisse y cultiver des légumes et des fleurs, comme dans son potager natal. Ma mère a particulièrement aimé la cuisine. Propre et étincelante, Sophie a patiemment appris à ma mère à utiliser la plaque à induction, le micro-ondes et le lave-vaisselle. Ma mère, d'abord craintive, s'y est habituée et rit maintenant en disant « C'est vraiment pratique, ce truc. » Plus de fumée dans le visage. Mon père, après le choc, semblait s'être retrouvé. Il n'avait plus l'air diminué et craintif. En ville,
Il bénéficiait de meilleurs soins médicaux, et sa toux chronique s'est beaucoup améliorée. Chaque matin, il descendait se promener dans le parc de la résidence et jouait à la pétanque avec d'autres retraités. L'après-midi, il s'asseyait sur le balcon pour lire et boire son thé. Il m'a dit « L'air n'est pas aussi pur qu'à la campagne, mais mon esprit est bien plus tranquille ici. Mes parents se sont adaptés bien plus vite que je ne l'aurais cru. Ils étaient en meilleure santé et semblaient plus heureux. Ils n'avaient plus à se soucier des rumeurs du village ni à craindre des parents avides. Ce soir-là, nous avons dîné tous les 4 ensemble. Sophie avait préparé un repas copieux. Mon père a même bu un verre de vin. Après que mes parents soient allés dans leur chambre, Sophie et moi sommes restés sur le balcon, regardant la scène scintiller de 1000 feux. Sophie a posé sa tête sur mon épaule. « Chérie, as-tu déjà regretté d'avoir démoli cette maison? C'était quand même 300 000 €. J'ai souri, et je l'ai serrée dans mes bras. Non, pas une seule seconde. Sophie, ces 300 000 €, je peux les regagner en travaillant dur quelques années. Une maison, si elle est détruite, on peut en construire ou en acheter une autre. Mais ce jour-là, si j'avais reculé, si j'avais laissé cette avidité gagner, mes principes se seraient effondrés. Et quand les principes s'effondrent, l'homme s'effondre aussi. Je ne pouvais pas vivre comme un perdant, en regardant mes parents se faire piétiner. Sophie a serré ma main. « Je suis fière de toi. Tianan. » J'ai pris une grande inspiration de l'air de Paris. J'avais trouvé la vraie paix. La paix, ce n'était pas une grande maison à la campagne. La paix, c'est quand la famille est réunie, en bonne santé, heureuse, et que plus personne ne peut nous faire de mal.